Bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump lâche ses coups face à Kamala Harris qui pourrait bien créer la surprise en novembre prochain. L'ancien président américain attaque la candidate démocrate sur ses origines, l'accusant, je cite, d'être devenue noire pour des raisons électoralistes. Une campagne qui se fait aussi sur les valeurs. Ainsi, Donald Trump s'en est pris à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Une honte, a-t-il dit. Nous voilà prévenus pour ces élections. Ce sont bien deux visions très différentes de l'Amérique qui s'affrontent. Une Amérique divisée autour d'une élection qui s'annonce plus serrée que prévu. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Kamala Mania. Trump se déchaîne. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales. Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes journaliste, éditorialiste au journal britannique le Daily Telegraph, spécialiste des questions internationales. Vous avez par ailleurs été journaliste pour l'hebdomadaire américain le Weekly Standard. James André, vous êtes grand reporter à France 24. Vous avez couvert toutes les élections présidentielles américaines depuis 2008. Ben Barnier, grand reporter à France Télévisions. Vous avez également suivi de nombreuses campagnes américaines. Et puis en Skype depuis Washington, en direct de Washington, on retrouve Sonia Dridi. Vous êtes correspondante aux États-Unis pour la RTBF et France 24 notamment. Merci de participer à cette émission en direct. Sonia Dridi, on va peut-être commencer avec vous, avec le fait quand même de ces dernières 24 heures. C'est cet échange spectaculaire de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. 26 prisonniers échangés. On se serait cru revenu au temps de la guerre froide. Et voilà, là on voit Joe Biden et Kamala Harris accueillir à l'aéroport de Andrews, c'est à côté de Washington, tous ces prisonniers russes qui étaient, tous ces prisonniers qui étaient en Russie, qui ont été rapatriés. Est-ce que ça fait la une ? Est-ce que les Américains s'intéressent à cet échange de prisonniers ? Ah oui, ça fait la une parce que c'est le plus grand échange de prisonniers depuis la fin de la guerre froide. Comme vous l'avez dit, c'était spectaculaire et il y a eu beaucoup d'émotions entourant le retour de ces 3 citoyens américains. Justement, on a d'ailleurs vu hier le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden qui était devant les journalistes, devant nous, et qui n'a pas réussi à retenir ses larmes en disant que c'était vraiment une belle journée. Et puis pour les Américains, le fait d'avoir des citoyens emprisonnés en Russie, c'était évidemment choquant, qu'on soit républicain ou démocrate. Beaucoup espéraient évidemment leur libération. Il y avait notamment Paul Whelan qui était détenu depuis 2018. Donc les Américains connaissaient son nom, connaissaient son cas. C'était l'ancien marine. Et puis 2 journalistes, dont le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Et c'était aussi, on a appris un peu plus sur les coulisses ces dernières heures de cet échange historique. Et c'est digne d'un film, ça a impliqué la Maison-Blanche, le département d'État, des espions, un journaliste bulgare. Les Américains en apprennent plus finalement sur comment ça s'est passé. Et puis, on sait notamment que la mère du correspondant du Wall Street Journal a été très impliquée dans ces négociations, allant jusqu'à rencontrer le chancelier allemand il y a quelques mois lors de la conférence de sécurité de Munich, interpellant Joe Biden dès qu'elle le pouvait, notamment au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Donc, c'est évidemment un soulagement, une grande joie pour les Américains et un succès diplomatique pour l'administration Biden. Anne-Elisabeth Moutet. Alors, il faut savoir que les parents de Evan Gershkovich sont eux-mêmes des réfugiés russes, c'est-à-dire que ils sont partis père en fils qu'on est martyrisé par le régime russe. C'est alors. Pas père en fils, ils sont partis, ils étaient refusniks et ils sont partis dans les années 80 en Amérique. Et c'est une des raisons pour lesquelles Poutine a décidé de l'arrêter lui, c'est parce que c'était quand on est né en Russie, ce que Gershkovich est, on appartient toujours au pouvoir russe. Et d'autre part, on disait, vous voyez, ils l'ont renvoyé chez nous pour être un espion, ce qui évidemment n'était pas le cas. Ben Barnier, quand on procède à un échange de la sorte, il faut être 2. Ça veut dire qu'en fait, Joe Biden et Vladimir Poutine, il y a toujours le téléphone rouge, quoi. Ça continue de fonctionner. Alors je ne sais pas si ça se fait à leur niveau, mais en tous les cas, diplomatiquement, ça continue de communiquer. Oui, c'est la très bonne nouvelle d'aujourd'hui, puis d'hier en l'occurrence. C'est qu'effectivement, malgré le monde dans lequel on vit, depuis cette guerre en Ukraine, avec 2 blocs scindés, 2 blocs qui se font une guerre ou indirecte, on voit qu'il est encore possible non seulement de se parler, mais d'arriver à un résultat. Et ça, c'est très encourageant.
malgré effectivement les concessions qui ont été faites par l'Allemagne. Je pense que pour eux, c'est plus difficile à avaler comme pilule, puisqu'ils ont concédé de libérer un assassin, alors qu'en face, on libérait... Qui avait tué un Géorgien en plein Berlin. Ouais. Les Allemands sont furieux, ils disent on ne cède pas face à un preneur d'otages. Ils considèrent que Vladimir Poutine est un preneur d'otages, qui prend en otage des Occidentaux pour ensuite négocier la libération de prisonniers. Et il va en prendre d'autres. Voilà. Vous trouvez aussi que les Allemands ont raison de dire on ne cède pas face à ces méthodes? Il est évident que maintenant, il va y avoir d'autres gens, d'autres Occidentaux qui vont être arrêtés dans les prochains mois en Russie, parce que la tirelire d'otages de Poutine est vide, provisoirement, et il a toujours des choses à obtenir de l'Ouest, parce que le truc hérité des Soviétiques et qui est russe aujourd'hui, c'est tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à vous est négociable, et donc il lui faut de la monnaie d'échange. Alors même si Ben Barnier, soyons positifs, vous disiez la bonne nouvelle, c'est que ça communique quand même. Et puis c'est aussi de la politique intérieure, parce qu'on parle de politique internationale, mais qu'est-ce qui se passe? On le voit sur le tarmac, on voit Joe Biden. Joe Biden, c'est quand même 50 ans de vie politique qui vient conclure. Il lui faut a good story, il lui faut une belle histoire pour conclure cette longue vie politique. Et là, quelle belle histoire qui retranscrite dans le monde entier. Et puis on voit aussi qu'il passe le relais à Kamala Harris, qui est bien là sur le tarmac. Les deux étaient là. Voilà, les deux sont bien là. Ça n'est pas du hasard, c'est voulu, c'est scripté. Et c'est bien raconté. James André, est-ce que d'ailleurs il faut voir une signification dans cet échange? Ça voulait dire que les Américains y voyaient un intérêt, mais que Vladimir Poutine également y voyait un intérêt. Vladimir Poutine, alors d'abord, il fait savoir, c'est intéressant parce que toute cette histoire, si on regarde un peu son historique, ça remonte à juin 2021. Les deux présidents se rencontrent et en fait, ils évoquent cette histoire d'échange de prisonniers. Donc, on est avant la guerre en Ukraine et effectivement, Vladimir Poutine, en fait, ce qui a été raconté un peu partout, c'est qu'il voulait absolument récupérer ce Vadim Krasinov, ce fameux assassin qui était emprisonné en Allemagne. Qui était emprisonné en Allemagne et qu'il considère comme un ami personnel. Il en a parlé même publiquement en disant qu'il voulait absolument le retour de cet homme-là. Et apparemment, c'est un personnage clé. Et quant aux Allemands, c'est plutôt Navalny. Mais c'est vrai que politiquement, le message que Vladimir Poutine envoie à ses propres troupes, c'est on ne laisse tomber personne. Et si vous travaillez pour nous et pour les services, et si vous êtes effectivement au service du régime complètement et que vous êtes prêt à vous sacrifier, eh bien, on viendra vous chercher, on vous aidera. Côté américain, évidemment, c'est une victoire pour Joe Biden. Et il a aussi passé un autre message. Il a parlé des partenariats des États-Unis et des alliances en expliquant que, effectivement, tout ça s'est passé par, je crois, 7 pays. Si on compte tout, l'Allemagne, la Turquie, chez qui ça s'est passé, etc. Eh bien, il dit, voilà, on est plus fort avec ses alliés, ce qui, évidemment, est là aussi... Dans le cadre de l'élection, c'est un message à l'encontre des électeurs de Donald Trump. Anthony Bélanger, beaucoup y ont fait un parallèle avec le pont des espions, ça nous a rappelé les échanges de prisonniers du temps de l'URSS. Ça nous rappelle d'ailleurs que l'un comme l'autre sont des enfants de la guerre froide. Mais en fait, c'est ça qui est fascinant. C'est que le XXe siècle, décidément, tire à la ligne. C'est-à-dire qu'en fait, les deux hommes qui sont en train de négocier, alors le téléphone rouge, le fait qu'ils se rencontrent en juin 2021, ce que racontait le New York Times, vous avez tout à fait raison, et qui explique justement que les négociations avaient lieu depuis un an, ça me rappelle quasiment mon enfance à moi, enfin, mon début de journaliste, on analysait ce type de choses avec deux choses, et qui d'ailleurs se reproduisent aujourd'hui. La diplomatie est secrète, est une autre arme au service de la guerre froide en l'occurrence, et de celle que vient mener Poutine. Et puis par ailleurs, c'est tout simple, vous regardez l'âge des deux capitaines. C'est-à-dire Biden a la grammaire, et vous soulignez tout à l'heure qu'il faisait depuis 50 ans de la politique étrangère, en fait il a la grammaire, et y compris, mais là, il a intériorisé ce qu'on faisait pendant la guerre froide. C'est exactement ce que veut Vladimir Poutine, c'est-à-dire un homme qui lui-même a 70 ans, je le rappelle quand même, Vladimir Poutine, et qui veut remettre la Russie au niveau du partenaire qu'elle était dans les années 70-80. Et donc pour ça, on utilise le même vocabulaire. Anne-Elisabeth Moutet, Ben Barnier disait à l'instant, il y a aussi comme un passage de témoin à voir Joe Biden accueillir les prisonniers avec derrière lui Kamala Harris. Est-ce que vous diriez, pour rebondir sur ce que disait Anthony Bélanger, Joe Biden, ce sont les démocrates du XXe siècle et Kamala Harris, c'est le 21e siècle. Alors, c'est la relève. Mais il y a aussi le fait que là, on voit vraiment le poids des soutiens du Parti démocrate, parce que je ne pense pas que c'était un réflexe immédiat de Joe Biden, qui n'était pas content de partir, qu'on a poussé vers la sortie, qui a été poussé vers la sortie largement par les milliardaires de Silicon Valley qui financent. Et quand il y a eu une espèce de ralentissement des financements, c'était un signe. Et quand Kamala Harris, qui était vice-présidente, a immédiatement déclaré après cette démission de Joe
Joe Biden. Elle a dit « je suis là ». Elle a ramassé, et elle s'en est vantée, 120 millions de dollars en 2 jours. Et l'argent parle dans des campagnes qui coûtent plus de 1 milliard de dollars. Alors maintenant que Kamala a été essentiellement adoubée, qu'elle va l'être à la convention, à partir à deuxième quinzaine d'août, il faut montrer de l'unité. Il ne peut pas se montrer mauvais joueur, mais je ne pense pas que sinon c'était un réflexe personnel d'inviter Kamala. Alors, c'est le casting qui pourrait bien tout changer. 10 jours après s'être lancé dans la course à la Maison-Blanche, Kamala Harris n'en finit pas d'attirer les dons et de réduire l'écart dans les sondages avec Donald Trump, pris de court par cette Kamala Mania, passer de l'ombre à la lumière, y compris, on l'a dit, sur le tarmac de la base militaire d'Andrews la nuit dernière. Sujet de Constance Meyer et Aurélie Saner. Dans la nuit, la lumière de la liberté. 3 prisonniers américains détenus jusqu'alors en Russie rentrent chez eux. Le visage fatigué mais souriant de ce journaliste du Wall Street Journal après 1 an et demi dans les geôles russes. En tout, 16 Occidentaux ont été libérés, le plus grand échange de prisonniers depuis la chute de l'Empire soviétique. Architecte de cet accord, le président Joe Biden. C'est de l'histoire ancienne, nous avons réussi. Une victoire en forme de coup d'éclat que le président, sur le départ, a partagé avec celle qui pourrait lui succéder. Madame la vice-présidente, qu'est-ce que cela vous fait d'être là avec le président? Je me tiens à ses côtés dans de très nombreux moments chaque jour. C'est un témoignage extraordinaire de l'importance d'avoir un président qui comprend le pouvoir de la diplomatie. Pas encore investie officiellement par les démocrates, Kamala Harris s'impose comme une évidence dans son camp et bénéficie d'un soutien de taille. Salut! Celui du couple Obama. Coucou! Oh, vous êtes là tous les deux! On t'appelle pour te dire que Michel et moi n'aurions pas pu être plus fiers que tu endosses le rôle pour faire tout notre possible pour gagner cette élection et arriver dans le bureau ovale. Je suis fière de toi, ça va être historique. Depuis l'entrée en lice de Kamala Harris, la campagne des démocrates prend son envol. Plus de 310 millions de dollars récoltés en 2 semaines. Sur le terrain, la Kamala Mania se mesure aussi dans les États clés comme la Géorgie ce jour-là. Face à une foule en liesse de 10 000 personnes, l'ancienne procureure entre sur une chanson de Beyoncé, devenue son hymne de campagne. Cette campagne porte sur 2 visions très différentes de notre nation. L'une est axée sur l'avenir, l'autre sur le passé. Elle a vraiment toutes ses chances face à Trump. Elle est intelligente, elle est raisonnable, elle n'a pas de procès. Je ne peux pas en dire autant de Trump. Elle est douée pour toutes ses politiques, qu'il s'agisse de l'avortement, des soins de santé ou des frontières. J'aime tout chez elle. Longtemps favori dans les sondages, Donald Trump a perdu son sourire. Il est désormais talonné et n'a plus que 2 points d'avance en moyenne sur sa nouvelle adversaire. Alors le républicain lâche ses coups sans retenue, jusqu'à reprocher à Kamala Harris ses origines. Elle a toujours été d'origine indienne. Et elle ne parlait que de son origine indienne. Je ne savais pas qu'elle était noire, jusqu'à il y a quelques années, où elle est devenue noire. Et maintenant, elle veut qu'on la considère comme noire, donc je ne sais pas. Est-elle indienne ou est-elle noire? Les ennemis de l'Amérique vont marcher sur Kamala. Elle sera si facile pour eux comme un petit jouet. Des attaques balayées d'un revers de main par l'intéressé qui le défie. Donald? J'espère que vous réfléchirez de nouveau à la possibilité de me rencontrer sur la scène pour un débat. Car comme le dit le proverbe, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi en face. Kamala Harris, cible de Donald Trump, mais aussi de son colistier, et de longue date. Déjà en 2021, le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, s'était fait remarquer avec des propos outrageants. Nous sommes effectivement dirigés dans ce pays via les démocrates, via nos oligarques d'entreprise, par une bande de femmes à chat sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu'elles ont faits, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux comme elles. La polémique revient sur le devant de la scène et fragilise le camp républicain à moins de 100 jours du scrutin. De son côté,
Kamala Harris n'a pas encore dévoilé le nom de son colistier pour la Maison-Blanche. Elle devrait faire son choix avant le 7 août prochain. Alors, question téléspectateur Sonia Dridi en direct de Washington. C'est Gérard qui vous pose la question. L'annonce officielle de l'investiture de Kamala Harris amplifiera-t-elle sa dynamique ? En France, on emploie l'expression de Kamala Mania. Vous validez cette expression vue des États-Unis ? Oui, je pense vraiment qu'on peut parler de Kamala Mania. Ces derniers temps, la grande majorité des démocrates que je rencontre sont très enthousiasmés par la candidature de Kamala Harris. On sent vraiment un immense soulagement. Certains démocrates disent que c'est l'énergie de la campagne d'Obama on steroids. Donc, sur stéroïdes, on voit vraiment qu'il y a une énergie débordante. Je parlais avec une Afro-Américaine d'une 60aine d'années qui me disait « Je vais dire à mes amis à l'église, à mon cours de danse, d'aller voter pour elle ». Enfin, on sent vraiment qu'il y a une immense mobilisation et c'est ça que craignaient les démocrates avec Joe Biden, que finalement les électeurs ne se mobilisent pas, n'aillent pas voter parce que déprimés, pas enthousiasmés par sa candidature. Et là, on voit que les démocrates encouragent leurs voisins, leurs amis à aller voter. Beaucoup de gens maintenant s'impliquent dans la campagne pour faire du porte-à-porte. Et donc, il y a vraiment un dynamisme qu'on ne voyait absolument pas lorsque Joe Biden était le candidat du parti. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Kamala Harris a choisi de changer de message. Joe Biden, lui, disait que c'était une campagne pour la défense de la démocratie. Eh bien, Kamala Harris, elle maintenant insiste sur la liberté, le futur. Donc, on sent aussi qu'elle veut changer le message, qu'elle veut un petit peu ne pas rester avec l'image de la campagne de Joe Biden qui vraiment n'était pas dynamique. On voit qu'elle veut toucher les jeunes notamment, qui eux particulièrement n'étaient pas très motivés pour aller voter. Donc voilà, il y a vraiment, on sent un enthousiasme et en tout cas une plus grande mobilisation qui sera certainement le cas avec une Kamala Harris candidate. Ben Barnier, c'est vrai qu'il y a un écho avec la campagne de 2008 de Barack Obama, jusque dans le slogan qui a été repris. Alors pour Kamala Harris, c'est « Yes, we can ». Cam, c'est son prénom, Kamala, yes, we Cam. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette campagne. On pensait d'ailleurs que la campagne était moribonde, la voilà ressuscitée. C'est que Kamala Harris s'est fait un prénom. Et ça, vous savez, la popularité aux États-Unis, c'est tout, jusque dans la cour d'école, de lycée. Le fait qu'on l'appelle par son prénom veut dire qu'il y a une adhésion. Certains éditorialistes américains disent qu'elle a réveillé Internet, ce qui nous plaît aussi beaucoup. Il y a quand même aussi d'autres outils de mesure très concrets. D'abord, les millions de dollars qu'elle a levés, on l'a entendu dans le sujet quelques minutes, 300 millions de dollars en 2 semaines, sachant que ça n'est pas comme en France où les dépenses sont limitées. Là, c'est open bar, donc on va certainement Surtout, passer... c'est plus de 2 fois les levées de fonds de Donald Trump. Elle a récolté, donc on est à 310 millions, c'est 138 pour Donald Trump. 138 millions, sachant que les dépenses sont limitées. Je me souviens que pour le débat, la bataille Clinton-Trump en 2016, on était à $1 milliard, on trouvait que c'était trop. Là, on va largement passer cette barre-là, on va être à 2 à 3 milliards de dollars. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça se voit aussi dans les sondages. Alors attention avec les sondages, c'est vrai que c'est compliqué aux États-Unis, je pense qu'on va revenir sur cette question-là. Mais malgré tout, on voit le premier frémissement, les premiers indicateurs d'une Kamala qui passe devant Trump. Et ça, c'est quand même énorme, quoi qu'il se passe plus tard. Qui passe devant Trump, James André, elle semblait inéluctable, la victoire de Donald Trump. Le Monde titre « L'entrée en lice de Kamala Harris bouscule le statut de favori de Donald Trump ». Ouais, je pense que c'est exact. C'est-à-dire que je pense que ça a été... en fait, finalement, tout s'est passé à ce débat, ce fameux débat où, effectivement, Joe Biden était dans l'état dans lequel on l'a vu, incapable de répondre à Donald Trump. Et effectivement, l'arrivée de Kamala Harris. Maintenant, la question que je poserais quand même sur Kamala Harris, c'est qu'elle n'était pas populaire, il faut le savoir. Hein, elle était quand même... Les Américains ne s'y intéressaient pas. C'était très intéressant, les Américains, quand on leur demandait pourquoi vous n'aimez pas Kamala Harris, la plupart disaient je ne sais pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a la question de son passé, de son parcours, etc. La question qui se pose, c'est que je pense qu'il y a aussi une chouette Joe Biden a décidé de quitter la course Mania, d'abord. Et ensuite, Kamala arrive. Alors, c'est vrai qu'elle est en train de consolider quelque chose, mais on est au début, on va dire, de ce passage à la lumière, hein, c'est le nom de votre sujet, et ça va être très intéressant de voir comment elle le gère. Parce que en 2020, quand elle avait fait campagne, ça ne s'était pas forcément très bien passé. Après, elle a beaucoup changé depuis. Mais les semaines qui viennent vont être absolument cruciales. Et alors, Anthony Bélanger, on a vu Donald Trump l'attaquer sur ses origines, dire elle était indienne à fond, et tout à coup,
elle a changé, elle est devenue une personne noire. Alors, est-ce que Joe Biden, il avait attaqué sur son âge, là, il attaque sur un positionnement cynique? C'est une manière d'entraîner Kamala Harris dans son manège d'auto-tamponneuse. C'est-à-dire de l'attirer, de l'attaquer personnellement pour qu'elle rentre dans le rouleau compresseur de je t'insulte, tu m'insultes, je t'insulte, tu m'insultes. Et ce qu'elle lui répond, c'est je n'irai pas tirer la queue du Mickey. C'est-à-dire qu'elle n'ira pas sur ce domaine-là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, elle a parfaitement analysé la situation. Depuis 50 ans, aux États-Unis, les Américains ont toujours eu dans un ticket présidentiel soit un Bush, soit un Clinton, soit un Biden. Et depuis le début de cette campagne électorale, ils disent on veut en finir avec le XXe siècle, fini avec ça du côté démocrate comme du côté républicain. Il semblait que Trump, qui est quand même là pour le coup vraiment un homme du passé, puisque c'est un homme qui se représente après avoir été 4 ans absent du pouvoir, ait réussi un petit peu cette mue-là, en tout cas au moment de son attentat. Le Dieu mort est ressuscité, je les appelle comme ça depuis, parce que c'est un peu ça son côté christique. Et depuis d'une certaine manière qu'il a été absent du pouvoir pendant 4 ans. Les Américains avaient presque oublié ce que ça avait été 4 ans de Donald Trump. Bon. Mais Kamala Harris, elle, renouvelle complètement le discours. C'est une autre narration, c'est une vision de l'Amérique du XXIe siècle qu'elle propose. Et c'est ça qui est passionnant. En fait, aux États-Unis, pour être élu, il faut pas seulement être un bon candidat, avoir passé les médias, il faut raconter une histoire. Et l'histoire que raconte Kamala Harris, qui est une histoire de migrants et de métissage, est très importante. Et dans ce que fait... On va rappeler, mère indienne et père jamaïcain noir. D'une certaine manière, comme Barack Obama, d'une certaine manière. C'est cette Amérique-là qu'elle veut représenter, cette Amérique-là qui est effectivement citadine, qui est métissée, parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est très important. Puis il y a une deuxième couche aussi, une couche raciale. Dans les États esclavagistes, comme les États-Unis l'ont été, l'enjeu a toujours été que faire avec les métis. C'est-à-dire des gens qui avaient une double identité. Il y avait effectivement les Blancs qui voulaient les attirer vers eux pour créer une classe moyenne et les séparer de leur identité noire de manière à diviser pour mieux régner. On voit ça aux États-Unis, on a vu ça aux États-Unis pendant très longtemps, et on a vu ça aussi aux Antilles, ou partout d'ailleurs où il y a eu des sociétés esclavagistes. Que faire avec les métis? Et là, d'une certaine manière, en reparlant de son identité noire mais aussi indienne, il refait le même coup. Il faut savoir que cette idée d'Amérique esclavagiste, ça nous semble très ancien, très vieux. Mais non, les derniers esclaves nés noirs aux États-Unis, les derniers noirs nés esclaves aux États-Unis sont morts dans les années 70. Et alors, Anne-Elisabeth Moutet, elle est attaquée parce qu'elle est parce que justement, il dit elle est indienne et subitement elle se met à être noire pour attirer le vote noir, mais elle est aussi stigmatisée parce qu'elle n'a pas d'enfant, que c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Alors on a vu la polémique attisée par le colistier Donald Trump, c'est J.D. Vance, j'espère que je le prononce bien, James David Vance, qui serait le vice-président en cas de victoire de Trump, qui dénonce ce qu'il appelle les femmes à chat sans enfants. Les mémés à chat. Voilà, en disant les personnes les plus dérangées, les plus psychotiques sont toujours celles qui n'ont pas d'enfants à la maison, en disant que, on a exhumé certaines de ces phrases, en disant les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles ne sont pas faites pour tenir la baraque. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit très exactement, c'est le Parti démocrate est maintenant dirigé par des mémés à chats qui n'ont pas d'enfants. Des mamies qui ont des chats. Attention. Mais pas d'enfants. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il liste ensuite 3 personnes. Et il y a Kamala Harris, il y a Alexandria Ocasio-Cortez, la députée de New York qui a beaucoup de succès, qui est une genre de Manon Aubry. Une jeune mémé quand même. Et Pete Buttigieg, le secrétaire d'État au transport, qui est un homme, qui vit avec un autre homme et qui, je crois d'ailleurs qu'ils ont des enfants. Un couple homosexuel qui a adopté des enfants. Exactement. Et donc, ce qu'il dit, c'est tous ces gens n'ont pas un enjeu dans l'avenir essentiellement, ils sont incapables de se sacrifier pour leurs enfants puisqu'ils n'ont pas d'enfants et que c'est pas l'avenir de leurs enfants à eux. Alors, c'est très insultant. Ils ne se projettent pas dans la génération suivante. C'est très insultant, c'est provocateur. Il faut savoir que il est évident que sur ce coup-là, il est poussé à la faute, J.D. Vance, et il est poussé à la faute par Tucker Carlson, qui est à l'époque l'intervieweur vedette de Fox News, la chaîne appartenant à Rupert Murdoch, qui l'ont viré quelques mois après, parce qu'il faut tout de même réussir à se faire virer pour extrémisme par Fox News, mais il a réussi. Et il a maintenant sa propre chaîne YouTube où évidemment il ramasse plein d'argent. Il
il est devenu un pro-Poutine énorme. Il a d'ailleurs apparu à Moscou pour interviewer les otages russes, les prisonniers russes échangés contre les otages américains. Et donc, tout ça, ça fait partie d'une espèce de galaxie d'une droite transgressive qui, à l'époque, n'a pas, en tous les cas dans le cas de J.D. Vance, l'œil rivé sur le fait qu'il pourrait avoir une carrière politique aussi vite que ça. Il vient de se faire élire sénateur dans l'état de sa naissance qu'il a décrit dans son livre sur les pauvres, les gens qui vivent du mauvais côté de la rue, même les gens qui vivent avec des problèmes de drogue, c'est sa famille. Il a réussi à se tirer de ce milieu pour aller à Yale, une très grande université américaine. Et donc, il est dans un autre registre avec un ton de voix qui est pas ça. Alors maintenant, vous savez, les campagnes américaines, ils dépensent tous ces millions de dollars à faire beaucoup de choses. Et ces millions de dollars, ça vous met plusieurs dizaines de gens en train de peigner au peigne fin à l'Internet pour trouver des trucs avec lesquels on va pouvoir accuser le concurrent. Et quand ils sont tombés sur ce truc en disant il accuse les mémés achats, ils ont dû probablement se dire c'est formidable, on a trouvé le truc génial. Il n'empêche, Sonia Dridi, pour reprendre ce que disait Anthony Bélanger, derrière cette élection, ce choix qu'ont les Américains, c'est bien deux visions de l'Amérique. D'un côté, une Amérique blanche, porteur de valeurs familiales, qui se sent menacée, contre une Amérique plus inclusive et plus diverse. C'est bien ça, au fond ? Oui, et d'ailleurs, Kamala Harris, on voit aussi que dans sa stratégie, c'est pour ça aussi qu'elle parle de la liberté, contrairement au camp républicain, où justement il y a des restrictions, notamment sur l'avortement. C'est une question sur laquelle elle a justement beaucoup travaillé lorsqu'elle était à la Maison-Blanche. C'est l'un des rares dossiers sur lequel, eh bien, justement, on l'a entendu, et c'est ça qui lui a finalement redonné un petit peu de popularité ces derniers mois, parce qu'en effet, sinon, elle était très peu charismatique et peu appréciée des Américains depuis le début du mandat. Et donc, il y a aussi une volonté de Kamala Harris de ne pas faire campagne justement que contre Donald Trump, ce que faisait beaucoup Joe Biden, mais de donner une vision plus optimiste à ses électeurs et de dire justement qu'on fait campagne pour le futur, pour l'avenir des États-Unis, pour la liberté, mais d'ouvrir un petit peu le champ de vision pour donner envie justement aux Américains d'aller voter. Donc oui, c'est cette Amérique plus diverse, cette Amérique qui veut la liberté. Lorsqu'elle parle de liberté, elle dit être libérée de la pauvreté, mais aussi être libérée de la violence par arme à feu, avoir la liberté de choisir de ce qu'on fait avec son corps pour les femmes, justement. Donc il y a vraiment une volonté au sein du Parti démocrate maintenant de changer le message de la campagne et de donner justement une vision plus optimiste et tournée vraiment vers l'avenir, vers le futur de l'Amérique. Qu'est-ce qu'on veut que l'Amérique devienne ces prochaines années ? Voilà, alors Donald Trump, donc, qui entend être le héros des valeurs familiales de l'Amérique, autant dire que la cérémonie d'ouverture des JO, avec notamment le défilé de drag queen, la référence à la scène, le dernier repas du Christ caricaturé, bien, tout cela ne lui a guère plu, il l'a dit sur Fox News. C'est une honte. On écoute l'ancien président américain. Écoutez, je suis pour tout le monde. Je suis très ouvert d'esprit. Vous me connaissez comme tout le monde, mais je pense que ce qu'ils ont fait était une honte. Sonia Dridi, elle a fait polémique. D'abord, est-ce qu'elle a été très regardée, cette cérémonie d'ouverture, par les Américains ? Et deux, est-ce qu'elle a fait polémique ? Oui, elle a été très regardée ici aux États-Unis et évidemment, l'Amérique est très divisée. Donc, il y a par exemple les médias dits libéraux comme le Washington Post qui a dit cette cérémonie ne va pas changer le monde, mais elle a donné une lueur d'espoir. Donc, du côté de l'Amérique plus libérale, il y avait une certaine fascination et vraiment beaucoup ont applaudi cette cérémonie. Et évidemment, du côté de l'Amérique conservatrice, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu notamment une critique de la part d'Elon Musk, le patron de X, qui a dit que c'était une insulte aux chrétiens. Il y a eu beaucoup de personnalités politiques conservatrices qui auraient réagi, notamment le sénateur Marco Rubio qui a dit tout cet argent pour ça. Il y a eu certaines personnes qui ont parlé de blasphème. Donc évidemment, dans l'Amérique conservatrice, ça a fait beaucoup réagir. Et puis, c'est un argument dont se servent justement les conservateurs aussi dans la campagne pour dire nous, on ne veut pas que l'Amérique devienne cette image-là, cette image complètement trop libérale où les personnes n'ont plus de genre, où on voit des drag queens. Donc évidemment, c'est devenu même un élément de langage dans la campagne.
Ben Barnier, NBC, qui a caviardé certains passages en disant ils ne peuvent pas être regardés en famille. Le mot famille est important. Dans le beau. Alors moi, je n'étais absolument pas surpris de cette décision de NBC. Pour bien connaître les États-Unis, avoir grandi en partie dans le Kentucky, dans l'Indiana, en fait, ignorer le phénomène religieux aux États-Unis, c'est ne pas comprendre les États-Unis. La tradition. C'est la scène, c'est le dernier repas du Christ caricaturé avec les drag queens qui a le plus choqué. Cette partie-là, parce qu'en fait, si vous voulez, évidemment, alors ce qui se passe, même le pire, c'est qu'en fait, cette Amérique est de plus en plus fracturée, et donc les deux camps sont de plus en plus radicalisés. Mais il n'en reste qu'il y a toute une partie immense de ce pays, encore une fois, qui est immense, où tout le monde va à l'église tous les dimanches, et pour qui, effectivement, cette scène n'était pas acceptable. Et NBC, lui, qui est, donc le broadcaster, cette chaîne de grande audience, elle veut s'adresser à toutes les audiences possibles, et elle ne va pas prendre le risque de fâcher une partie de son audience et de diffuser cette cérémonie. J'étais absolument pas surpris par cette décision. J'ai vu, connaissant encore une fois cette Amérique, cette cérémonie a été célébrée avec beaucoup de joie par une certaine Amérique et inacceptable pour une autre Amérique. Il faut aussi regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Certains, en l'occurrence, ne sont pas des pasteurs protestants, mais notamment un prêtre catholique qui explique, si vous voulez, point par point, pourquoi est-ce que cette scène le choque. Donc il y a... Sur cette question-là, ça représente une partie de l'Amérique et c'est argumenté dans cette vision du monde. Voilà, c'est encore deux Amériques qui vont voter le 5 novembre d'ailleurs. Alors, il faut se rendre compte aussi qu'aux États-Unis, on censure énormément de choses. Si par hasard, je ne sais pas, vous trébuchez en rentrant dans le studio et vous dites « oh merde », c'est un cas de renvoi. On a un bip. Il y a un bip, mais si c'est en direct, c'est un cas de licenciement. J'ai vu ça. Donc, en général, tous ces jurons qu'on a entendus dans des films comme les films de Eddie Murphy, c'était parce que c'est une réaction au cinéma où on peut faire ce qu'on veut, des choses qu'on ne peut pas faire à la télévision. Et ça a existé d'une manière absolument rigide jusqu'à une date très récente. Le câble et des chaînes payantes comme, on ne va pas les nommer, mais vous voyez de qui je veux parler. Donc il y a un peu d'hypocrisie, tous les excès et en même temps beaucoup de censure. Oui et non. Mais l'autre chose aussi, c'est que ce qui est devenu un levier électoral des deux côtés, c'est ce qu'on appelle les guerres culturelles. Trouver une occasion pour Trump qui s'en fiche totalement, je veux dire, de ce qu'il a vu, c'est un New-Yorkais, il est tout à fait libéral, il a une vie personnelle compliquée dont on va peut-être parler tout à l'heure, donc c'est pas son problème, mais il est en train de se dire, là, il y a un levier important, non seulement pour les chrétiens qui sont choqués, mais il y a aussi un levier général pour dire, vous voyez, je suis peut-être un New-Yorkais avec un accent que vous n'aimez pas, mais je corresponds tout de même, je sais ce que c'est que les gens qui attaquent votre culture, qui attaquent votre vision du monde et tout. Donc, et dans l'autre sens, défendre la cérémonie française, c'est aussi un levier des guerres culturelles de gauche. Politique. Donc c'est pas naïf. Le mot important, c'est le mot blasphème, en fait. Et on se retrouve, en fait, avec la polémique qu'il y avait eu avec les États-Unis au moment de l'affaire Charlie Hebdo, de la publication des caricatures qui avait été très mal terminée. Mais il y avait cette volonté américaine de dire on ne blasphème pas parce qu'on a deux visions de la laïcité complètement différentes. Aux États-Unis, l'État reconnaît toutes les religions. En France, il est aveugle il est entièrement aveugle aux religions. Ces deux différences culturelles qu'on a du mal à expliquer de part et d'autre de l'Atlantique, eh bien, aboutissent à ce genre de choses. Aux États-Unis, effectivement, guerre culturelle, importance de la religion, l'importance d'une rôle de religieux conservateurs, parce que aussi bien côté évangélique que côté catholique, les catholiques américains sont conservateurs. Et de l'autre côté, il y a aussi une Amérique qui est de moins en moins christianisée, qui est de moins en moins affectée par le religieux et qui tente à s'exprimer. James André, guerre culturelle, nous disait Anne-Elisabeth Moutet. Est-ce que pour Donald Trump, c'est aussi une façon de renvoyer l'autre camp, le camp d'en face, celui de Kamala Harris, au défilé de drag queen et au wokisme? Sur le compte internet, le compte X de Kamala Harris, il y a écrit « she » et « her ». Donc, elle, ça veut dire quoi, ça Ça sont les fameux pronoms. C'est les fameux pronoms qui veut dire qu'elle se reconnaît en tant que femme. Et qu'elle veut qu'on l'appelle she et her, alors que ça pourrait... Aussi bien, elle aurait pu se reconnaître en tant qu'homme, ça veut dire. Exactement. Donc c'est pas parce qu'on est biologiquement une femme qu'on l'est dans sa tête. C'est ce qu'elle... Alors, en tout cas, c'est effectivement un des dogmes du Parti démocrate. Mais c'est très intéressant parce que vous parliez tout à l'heure des cat ladies, la fameuse femme à chat sans enfant. Eh bien, vous disiez Pete Buttigieg et puis Ocasio-Cortez, qui sont effectivement... qui est homosexuel et marié avec un homme, et Ocasio-Cortez, qui est un peu l'égérie, on va dire, de la gauche progressiste du Parti démocrate. Et en mettant tout ça ensemble, l'objectif, évidemment, c'est de la pousser vers cette frange vue par, on va dire, le centre ou la droite américaine comme woke, entre guillemets. Or, Kamala Harris, et c'est intéressant, elle n'est
elle n'est pas vraiment dans cette tendance. Et d'ailleurs, on voit qu'elle s'en est émancipée depuis 2020. C'est-à-dire, quand elle a fait sa campagne en 2020, elle était gênée par son passé de procureur. Et on disait « Kamala is a cop ». Donc elle était très attaquée par la gauche du parti. Là, on est dans une situation complètement différente. Par exemple, quand elle a fait son discours à Atlanta, donc en Géorgie, elle ouvre le feu sur l'immigration et sur son passé justement de prosecutor, donc d'attorney general, donc de procureur, en disant les gens, les escrocs entre guillemets comme Trump, je les connais. En gros, elle met en avant justement son côté, on va dire, plutôt dur sur le crime, dur sur l'immigration. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire qu'elle a un positionnement, elle se positionne elle-même beaucoup plus au centre. Et elle est crédible de par son passé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant dans cette bataille qui va effectivement être jouée à fond. Trump veut la renvoyer vers la gauche wokiste. Et elle, pas du tout. Elle joue la carte de la centriste, rappelant son passé de procureur qui dit « les escrocs, je les mets en prison ». Parce qu'il y a un enjeu électoral extrêmement important qui sont les républicains modérés et les indépendants. C'est-à-dire cette partie de l'électorat qui ne votera pas Trump, qui n'a pas voté Trump aux primaires, environ un tiers à 25% des républicains ont refusé de voter pour Trump et ont mis le bulletin qu'il fallait pour que ce soit. Et ces républicains modérés, ces indépendants terrorisent la campagne Trump. Ils cherchent absolument à les ramener vers Donald Trump, ou en tout cas à éloigner le candidat démocrate, à les éloigner du candidat démocrate. Donc, comme dit James André, ce positionnement centriste permettrait à Kamala Harris de récupérer ces républicains modérés qui n'ont pas envie de voter. Sachant que c'est un pari, c'est-à-dire qu'évidemment la partie, on va dire, plus progressiste du parti pourrait se détourner, mais ils vont pas voter pour Donald Trump. Donc fatalement, à un moment donné, ils vont retomber dans son escarcelle. Alors justement, direction une enclave de Floride qui n'a pas voté démocrate depuis 2000, c'est The Village, un petit paradis pour retraités de 120 000 habitants, où nos reporters sont allés passer une journée à 3 mois de l'élection présidentielle. Sujet de Juliette Perrault et Pierre Dehorne. Un rassemblement de retraités pro-Kamala Harris, inédit, dans cette petite ville pro-Trump de Floride. Une nouvelle candidate, un nouvel espoir pour ces seniors démocrates. The Villages est la plus grande communauté de retraités du pays. Seuls les plus de 55 ans ont le droit d'y habiter. Un paradis pour golfeurs aux cheveux gris, un terrain de jeu idéal pour Maurice. Oh non! À 86 ans, les élections, il connaît. Et cette année, il n'est pas vraiment emballé. Voilà un joli coup. Qu'importe les petites attentions des démocrates envers les retraités, comme la hausse des pensions à cause de l'inflation. Pourquoi ils font ça, les hommes politiques, à votre avis? Pour avoir plus de voix? Ah, ce n'est pas dans mon intérêt. C'est parce que ce sont des hommes politiques. C'est très gentil tout ça, mais ça ne résout pas les problèmes. Dan, lui, ne jure que par l'économie et votera à Donald Trump sans hésiter. Les affaires judiciaires de l'ancien président ne lui font pas grand effet. Il y voit surtout une machination orchestrée par les démocrates. Et voilà le vent qui se lève maintenant. Ce ne sont que de petites affaires. Ils essaient juste de le piéger sur tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir l'appeler le criminel. Pourquoi ils feraient ça? Parce qu'ils veulent tout diriger et ils ne veulent pas que Trump ruine leur plan. Vous avez entendu parler de la théorie du nouvel ordre mondial? C'est quoi? Ils veulent un seul gouvernement pour le monde entier, mais ils veulent avoir la meilleure place dedans. Chez les seniors de Floride, Kamala Harris ne fait pas encore de miracle. Elle est devancée de 7 points par Donald Trump, contre 2 à l'échelle nationale. Mais certains veulent y croire. Bill Knudson, ancien banquier, est à la tête d'un petit groupe d'irréductibles démocrates. Sa stratégie, prouver par A plus B que l'administration Biden laisse derrière elle un bon bilan économique. Est-ce que quelqu'un s'est déjà penché sur le prix des œufs? Aux États-Unis, une douzaine d'œufs, c'est $3,67. Et ça, c'est le chiffre du 17 juin. Au Royaume-Uni, c'est pareil. En France, c'est similaire. Donc quand on vous parle de la soi-disant inflation, c'est en fait une inflation qui touche le monde entier. Chasser les idées reçues, mais aussi alerter sur certains droits menacés par le retour de Donald Trump, comme l'avortement. Je suis terrifiée. Pour mes enfants et mes petits-enfants. Moi, je n'aurai plus d'enfants, mais pour la future génération, c'est abominable.
Pour Eleanor Martin, 62 ans, le ton doit monter d'un cran. Donald Trump a dit qu'il agirait comme un dictateur uniquement le premier jour de son élection. Mais ce n'est pas vrai. Un jour, ça ne lui suffit pas. Il veut être un petit Poutine, un dictateur comme en Corée du Nord. Ne vous méprenez pas, c'est ça qu'il veut être. Malheureusement, nous ne faisons pas une campagne de caniveau, nous les démocrates. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut s'abaisser à leur niveau et montrer ce qu'ils sont vraiment. Une campagne que Bill et ses camarades comptent bien mener partout dans le village. En voiturette, évidemment. À 69 ans, le retraité n'en est pas à sa première élection. Mais face au charisme de l'homme d'affaires, il le sait, rien n'est gagné. Trump sait comment parler à une caméra. Il vous parle presque personnellement. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Oula, ce gars est très séduisant ». C'est comme s'il était assis à côté de vous et vous racontait une histoire personnelle. Je me suis dit « Oula, t'as baissé ta garde. Tu n'écoutes même plus ce qu'il dit ». Mon fils, par exemple, est allé à un rassemblement pro-Trump avec sa copine et ses parents. Je lui ai dit, tu étais pour combien de temps? 1h15. Et c'était comment? Il m'a dit, Trump est marrant. J'ai dit, oui, mais c'était quoi les points clés que tu as retenus au bout d'1h15? Mon fils m'a regardé, il m'a dit, il n'y en a aucun. Je lui ai dit, c'est bien là le danger. Un danger qui continue de planer, et encore 3 petits mois seulement pour tenter de faire la différence. Alors, question téléspectateur de Dominique dans le Haut-Rhin. Comment expliquer que le peuple américain très puritain accepte les frasques et la vulgarité du candidat Trump, Anne-Elisabeth Moutet? Parce que le génie de Donald Trump, quelque part, d'abord, il ne faut jamais oublier que pendant 13 ans, les vendredis soirs, il était à la télé, c'est-à-dire dans le salon des gens, pour The Apprentice, et que c'est un showman formidable tout de même, que les gens aimaient beaucoup ce show, et donc qui se sont habitués à sa présence. C'était un Cyril Hanouna un peu, quoi. C'était un Cyril Hanouna beaucoup moins transgressif, parce qu'encore une fois, à la télévision commerciale américaine, on ne peut pas être transgressif, mais les gens le connaissaient. Mais aussi, il y a cette espèce d'image dans l'Amérique profonde de New York qui, de toute façon, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors, il faut qu'on fasse avec. C'est tout de même de là que viennent l'essentiel de la télévision, tout comme l'essentiel du cinéma vient tout de même de Hollywood. Et il y a cette espèce de capacité de penser à plusieurs niveaux qui consiste à dire il est efficace, il dit les choses comme elles sont, il dit des choses que moi, depuis l'enfance, on m'a expliqué de ne pas dire, mais il fait ça pour la bonne cause. Et ça passe. Et puis d'autre part, toutes les bêtises qu'il va faire par ailleurs, y compris des choses d'une vulgarité insensée sur les femmes pendant sa première campagne, où il expliquait que pour séduire une femme, il suffisait de saisir certains aspects de sa personnalité. Ouais, même ici, on n'ose pas dire ce que dit Donald Trump. Prenez-les par la foufounette et vous les ferez toutes tomber. Bon, alors, je leur ai dit dans ces termes, puisqu'on est à la télé française. Et bien, malgré tout, ça lui est passé parce que c'est Trump. Un autre candidat pourrait évidemment pas faire ça, mais en gros, ils ont dit de toute façon, il y a une espèce de cliquet qui s'est passé dans la tête de beaucoup de gens pour Trump. C'est lui, c'est un dur, il n'est pas facile, c'est comme un énorme garde du corps qui mange pas vraiment avec une fourchette et un couteau, mais au moins, on peut être sûr qu'il va nous défendre. Ben Barnier. Oui, je voulais ajouter deux choses. En fait, dans certains meetings que j'ai fait chez les Républicains, je leur ai posé cette question un peu anecdotique, mais qui plaisait bien aux Américains. C'était quel est le point commun entre Jésus-Christ et Donald Trump? On a envie de dire la réponse, c'est rien. Eh bien, j'ai eu une réponse qui est revenue 2 fois qui m'a intéressé. C'était « He speaks clearly ». Il parle clairement. Et je fais écho à ce que vous disiez. En fait, il a beau être new-yorkais, il s'adresse aux gens de façon très simple. Il répète toujours les mêmes mots et ça fonctionne. Et l'autre chose qui est quand même essentielle, c'est qu'en fait, les chrétiens américains savent très bien que Trump, ça n'est pas un chrétien, que c'est un new-yorkais libéral qui a passé sa vie dans les nightclubs, a dépensé ses millions. En revanche, il a promis aux Américains qu'il allait les défendre sur une question qui est très importante pour eux, c'est sur l'avortement. Et il l'a fait à la Cour suprême en nommant ces juges qui vont être là bien après Trump, qui sont, tant qu'ils seront en vie, ils seront juges et ils voteront ces lois conservatrices. Donc quelque part, si vous voulez, d'une façon bizarre, il a rempli le contrat auprès de ces chrétiens. Je voudrais rappeler une chose qui me paraît importante aussi, c'est que Trump, c'est un fils d'un promoteur immobilier de Queens, qui est un quartier plus ou moins populaire de New York, et il a fait d'excellentes études, un collège militaire qui est, je crois, le même où est allé Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, et ensuite il est allé à Wharton, qui est une des meilleures business schools du pays, et néanmoins son père l'envoyait régulièrement travailler avec des équipes de construction, et il a appris à parler l'anglais de Queens, non seulement des travailleurs de la construction de Queens, et il parle comme eux. Et donc il y a cette espèce de familiarité avec une classe ouvrière qui n'existe pas chez Kamala Harris. Sonia Dridi.
Oui, je pense que ce qui est très important, c'est que tout simplement l'électorat républicain a obtenu ce qu'il souhaitait avec la présidence Trump. Et par exemple, moi je parlais à des évangéliques en 2015, juste avant l'élection de Donald Trump, qui étaient absolument contre Trump, qui sont devenus des pro-Trump parce qu'ils ont obtenu notamment la nomination de juges à la Cour suprême. Et maintenant, la Cour suprême est à majorité conservatrice. Et donc, en effet, ce qu'ils ont obtenu sur l'avortement, la fin de l'arrêt Roe versus Wade, c'était historique. Donc, tout simplement, ils voient qu'en fait, avec Donald Trump qui est avant tout opportuniste, c'est bien, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et donc, même l'électorat évangélique, qui est très important dans la base républicaine, eh bien, finalement, s'en fiche de ces histoires avec Stormy Daniels et autres. Ce qu'ils veulent, c'est continuer d'obtenir des avancées pour leur agenda. C'est vrai que Joe Biden l'a rappelé, hein, pendant que sa femme Melania était enceinte, il l'a trompée avec une star du X et c'est passé crème dans ce pays qu'on décrit très puritain. Et pour une raison très simple, c'est presque prosaïque. Stormy Daniels, c'est le fantasme de l'Amérique blanche moyenne, la petite Amérique blanche. C'est Daniel, la tornade Daniel. La tornade Daniel, qui en fait est dans tous les films, dans certains films porno, très scriptés, on va dire, où elle apparaît avec un chapeau de cow-boy. Enfin, j'ai pas poussé le journaliste jusqu'à aller vérifier ce que. Mais enfin, c'était le fantasme de l'Amérique blanche, de la petite Amérique blanche, justement du Middle West, ceux qui regardaient ces films porno en disant en faisant comme s'ils n'avaient pas vu. Quand ils ont appris qu'elle avait eu une relation même tarifée avec Donald Trump, ils ont tous ils ont tous trouvé ça très bien parce que c'était une bonne claque à l'élite démocrate de l'Est des États-Unis qui, d'une manière pour le coup très puritaine, ne se mélangeait pas avec ce peuple-là, et ensuite parce que c'était tout simplement leur fantasme d'adolescent. D'où le désarroi, on l'a entendu dans le reportage de Juliette Perrault, James André, de cet élu démocrate qui disait nous ne faisons pas une campagne de caniveau. Mais malheureusement, on a l'impression qu'à l'heure du tweet et des phrases de The Apprentice à la Donald Trump, pour marcher, il faut faire une campagne de caniveau. Disons que c'est sûr que de toute façon le show va fonctionner et c'est une des grandes forces de Donald Trump. Il faut reconnaître, c'est un showman absolument extraordinaire. C'est vrai qu'il est un peu moins, on va dire, performant sur cette campagne-là, mais on se souvient de la campagne de 2016. J'en ai 2 secondes sur la thématique du choqué. En fait, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait en 2016 ? Il est arrivé, il a dit I want to end politically correctness. Il faut se souvenir que la fin du politiquement correct. Et aux États-Unis, le politiquement correct était, on va dire, verrouillé. Il était en béton en 2016. Et pour une partie de la population, c'était quelque chose de... Enfin, il a réussi à faire résonner ça avec un électorat et c'est drôle parce que les démocrates disaient he's broken the consensus. Il a cassé le consensus. Ce qui est amusant, c'est quand vous avez quand même près de 50% de la population qui va voter pour quelqu'un qui casse le consensus, c'est que le consensus n'en était pas un. Et quelque part, Donald Trump est arrivé et effectivement, à partir du moment où sa marque de fabrique, c'est de casser les règles, plus il va les casser, et plus il va les casser de manière visible et marquante, plus ça va être efficace. Et c'est amusant parce qu'on le voit, juste un petit détail, c'est les femmes dans les meetings républicains. Ça, je pense que ceux qui en ont couvert et qui connaissent savent. Vous voyez des femmes très apprêtées, toujours extrêmement maquillées, qui sont absolument en train de jouer un rôle qui est le rôle de, on va dire, la mère de famille sexy et bien professionnelle, etc., etc. Et ce rôle, elles y tiennent beaucoup. Et c'est amusant parce que quand vous leur parlez de ces frasques de Donald Trump, elles vont vous dire « Mais écoutez, mais c'est bien normal ». On est là pour être séduite, on est là pour... etc. Donc c'est vraiment 2 visions, d'ailleurs, même des rapports hommes-femmes qui sont complètement opposés. Et dans cette espèce de système, effectivement, Donald Trump est arrivé. Et oui, toute cette Amérique-là va lui pardonner ses outrances, ce qui est tout à fait étonnant, quelque part. Alors aujourd'hui, l'Amérique a l'économie la plus forte du monde. C'est ce qu'avait écrit Joe Biden dans sa lettre annonçant son retrait. De fait, son bilan est plutôt solide, mais le Parti démocrate n'a pas su tirer parti de cette bonne santé économique. Nos reporters sont allés à la rencontre de cette classe moyenne pour qui le rêve américain a tourné court. Sujet de Juliette Perrault et Pierre Dehorne. À Miami, le paradis des milliardaires, il y a un envers du décor que Karen connaît bien. Lorsque cette Américaine de 62 ans fait ses courses, c'est toujours le même rituel. La traque au bon prix, quitte à faire plusieurs magasins dans la même journée. Je regarde le prix des œufs, parce que c'est vraiment un produit qui est devenu très cher. L'un de ceux qui a le plus augmenté. Mais je me rends compte qu'ici, rien n'est en promotion. Donc je vais aller dans un autre magasin pour voir s'ils en ont. Karen à l'affût des meilleures affaires, comme avec ses sushis reconditionnés. Là, j'ai des sushis pour $5.
Ça fait beaucoup d'économies, car normalement ça coûte $10. Karen a perdu son mari il y a quelques années. Aujourd'hui, cette ancienne représentante en pharmacie gagne environ $500 par semaine en multipliant les petits boulots de babysitting et de nourrice. Je pourrais être à la retraite. Ici aux États-Unis, on peut l'être à partir de 62 ans. Mais quand j'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier pour lui demander quoi faire, il m'a fortement suggéré de continuer à travailler, même à mi-temps. Ça fait peur. Pour l'instant, mes petits boulots tiennent. Et j'espère que ça va durer. L'Amérique de la débrouille. À 400 km de là, à Orlando, Sabrina, mère célibataire de 29 ans, se démène aussi pour finir les fins de mois. Je sais ce que c'est. Rat ? Aujourd'hui, on passe la plupart de notre temps à l'intérieur ou dehors, juste devant. Avant, on allait au musée de la science, des choses comme ça. Maintenant, on ne peut plus. On aimerait bien aussi cuisiner des repas sympas. On se mettait dans la cuisine, on faisait des desserts. Mais ça aussi, c'est terminé, malheureusement. La jeune femme travaille dans un fast-food pour $18 de l'heure. Son loyer atteint presque les $2000 par mois. En comptant l'essence et les dépenses quotidiennes, son compte est toujours pratiquement vide. Là, je dois avoir $2 jusqu'à ma prochaine paye. Et elle arrive dans 3 jours. Je n'ai jamais d'argent de côté. C'est pas comme si je travaillais pour construire quelque chose. Je survis, c'est tout. Karen, elle, a dû arrêter toutes ses activités sportives. Désormais, ses sorties se limitent au parc à côté de chez elle. Pour la présidentielle, elle votera démocrate, mais à contre-cœur. Les bons résultats économiques vantés par Joe Biden, elle n'en voit pas la couleur. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce sont les gens qui ressentent les choses. Je pense que les prix continuent de monter. Et Joe Biden, je ne dis pas qu'il n'essaye pas. Il essaye peut-être. Mais il est à côté de la réalité et de ce que les gens ressentent, notamment les seniors. Le toboggan est mouillé, donc fais attention. Des hommes politiques déconnectés. Un constat également partagé par Sabrina, qui de son côté hésite encore à aller voter. J'ai fini par comprendre que cette histoire de rêve américain qu'ils vendent aux gens, c'est juste un rêve pour nous garder dans ce cercle de travail. Chaque fois qu'on a un tout petit peu d'air, autre chose augmente. Allez, on va augmenter ça. Si vous ne venez pas d'une famille avec de l'argent, la plupart du temps, il n'y a pas de porte de sortie. Avec l'inflation, une Amérique devenue inaccessible pour des millions d'habitants et un sentiment de déclassement qui pourrait bien se traduire dans les urnes en novembre prochain. Le coût de la vie. Ben Barnier, vous êtes allé plusieurs fois là aux États-Unis en reportage pour les primaires. Vous avez été choqué par le prix du coût de la vie aux États-Unis ? Oui, absolument. Alors sur différents indicateurs. Déjà, il y a le prix de l'essence. Il faut savoir que les États-Unis, c'est la culture de la voiture, la bagnole, j'ai envie de dire, la grosse bagnole qui consomme beaucoup. Moi, je me souviens du gallon. Alors gallon, ça fait 3 litres et quelques, voilà, 4 litres, à $2,50. On est maintenant à $4. Donc ça, c'est énorme et ça impacte le coût de la vie. Ça a doublé, de 2 à 4. Quasi doublé, en tout cas plus 40% facilement. L'autre indicateur, ce sont les hôtels. Évidemment, les journalistes, on utilise beaucoup les hôtels. On trouvait avant un hôtel correct, juste un hôtel pour travailler, $70-80 la nuit. On est maintenant à 140, 150 sur $60. Donc ça a doublé ou quasi doublé. Autre indicateur très important, ce sont les courses. C'est-à-dire que moi, j'ai été aussi dans le cadre personnel en famille aux États-Unis. Vous prenez votre caddie, vous ne faites pas attention, vous prenez la pastèque coupée en petits bouts au lieu de la pastèque entière qui est un peu moins chère. Vous prenez un peu du poulet bio au lieu du poulet non bio, on se retrouve facilement avec $400. Donc c'est pas une bonne idée là, pour les Français d'aller faire du tourisme. Moi je me souviens, il y avait des pizzas à $1, c'est fini ça, ou les hot dogs à New York. Coins de New York que je vous donnerai à l'occasion, vous pouvez encore les trouver, mais sinon non. Et Sonia Dridi, alors même question à l'envers, parce que c'est vrai que tous les touristes qui reviennent des États-Unis disent c'est devenu hors de prix, inabordable pour nous pauvres Européens. Je vous livre alors, le point de vue inverse. C'était un Français qui vit à New York, qui dans le journal Le Monde témoignait, il disait « Lorsque je reviens en France, à Paris, j'ai l'impression d'être super riche. Quand je sors avec mes amis, je paye l'addition. Cela me coûte le prix d'un repas pour 2 à New York. »
Non, mais exactement, moi c'est les courses notamment qui me frappent. J'étais il y a quelques semaines en France et aux États-Unis je paie plus de 2 fois à peu près le prix des courses en France pour les mêmes choses. Pareil au restaurant. Donc c'est vrai, non, l'inflation est très forte aux États-Unis. Je crois que les prix ont augmenté d'environ 3,5% sur la dernière année et vraiment tout le monde le sent. Après, c'est ça en fait qui est très malheureux pour Joe Biden, c'est que en effet son administration a un bilan économique qui est très bon et il y a vraiment une différence entre le résultat économique de son administration et la perception qu'en ont les Américains. Parce que même si le chômage est au plus bas, qu'il y a eu autour de 4%, qu'il y a eu beaucoup de création d'emplois, ce que les Américains voient avant tout au quotidien, c'est l'inflation. Donc ils ont l'impression que l'économie est dans un état terrible et c'est pour ça que certains vont pénaliser le parti démocrate. Alors que sous Joe Biden, eh bien oui, il y avait une bonne santé économique, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont se voir plus tard, notamment tous ces travaux sur les infrastructures, tout ça, les résultats ne sont pas se sentir tout de suite. Donc c'est vrai que, en tout cas, on sent que beaucoup d'Américains sont à bout et de plus en plus d'Américains finalement sont déclassés. Donc c'est vrai que la vie est très compliquée au quotidien pour les Américains aujourd'hui. Anne-Elisabeth Moutet, dans le reportage, on voyait cette femme qui était désenchantée, qui ne croyait plus au rêve américain. Là aussi, il y a 2 Amériques qui ne vivent plus sur la même planète, minées par les inégalités entre des très riches, et c'est un cliché de le dire, mais des très pauvres, et ça s'est aggravé. Alors, ça s'est aggravé, mais il faut bien se rendre compte que ça fait des décennies que ça existe. Et que la désindustrialisation américaine a arrêté ce qui étaient des jobs qui étaient bien payés grâce aux syndicats. Ces syndicats avaient des qualités et des inconvénients. Les qualités, c'était qu'ils obtenaient d'excellents salaires. Les inconvénients, c'est qu'ils avaient pris des habitudes, en particulier, c'était eux qui régulaient l'embauche, etc., qui ont été tellement coûteuses pour les entreprises, y compris les entreprises du secteur automobile, que les entreprises sont parties entièrement ailleurs. On parlait du Kentucky, il y a maintenant des fabriques des fabrications d'automobiles au Kentucky. Si je me souviens bien, Volkswagen est dans le Kentucky et General Motors. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie est dure quand on est dans le bas de l'échelle aux États-Unis. La vie est extrêmement dure parce qu'il n'y a pas de filet social, il n'y a pas d'aide. Il y a ce qu'on appelle des coupons, il y a des aides d'un service assez parcimonieux qui a été encore réduit par Bill Clinton. Et par exemple, quand vous travaillez, ça c'est un souvenir un peu vieux, mais tout de même, quand Chrysler a commencé à avoir d'énormes crises, ils ont licencié littéralement des centaines de milliers d'ouvriers et ils l'ont annoncé de manière complètement transparente. Alors j'ai été envoyé parler avec des chômeurs à Détroit. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler le syndicat en leur disant « je voudrais parler à des chômeurs ». Ils m'ont dit « ça va pas être difficile ». Et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment ça se passait. Dans leurs ateliers où ils travaillaient, que ce soit à la chaîne ou autre chose, il y avait sur le mur la liste des gens de l'atelier dans l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que la dernière personne arrivée était celle qui était en bas de la liste et c'est celle qui savait qu'elle serait virée en premier, ce qui lui permettait de prendre ses précautions, parce que c'est tout de même assez brutal. Ouais. Alors je dis, qu'est-ce qu'on fait quand on voit la barre se remonter de plus et on arrive à votre nom ? Eh bien, on se précipite chez le médecin et chez le dentiste pour les enfants, parce que sinon, on n'aura plus de couverture médicale. Parce que plus de Joe, plus de sécu. Exactement, la couverture médicale est assurée par les entreprises. Souvent, les retraites sont assurées par les entreprises. Et quand l'entreprise fait faillite, on n'a plus de retraite. Les fonds d'investissement qui pourraient racheter des entreprises disent oui, non, mais prenez General Motors, c'est pas une entreprise qui fait des voitures, c'est une entreprise qui paye des retraites et il y a un petit machin qui fabrique des voitures attachées. Et quand on va chez les gens ensuite, ils n'ont plus de meubles, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de vaisselle. Tout a été soit vendu, soit récupéré autrement. J'ai été dans des maisons à Détroit où les gens habitaient dans une maison vide, dans un quartier difficile, mais les petites maisons sont charmantes avec de la verdure. Et il y avait dedans un matelas, une caisse couverte d'un torchon pour servir de table et un fusil. Et c'est tout ce qu'ils avaient comme mobilier. James André, Sonia Dridi parlait de la peur du déclassement. La classe moyenne américaine, désormais, est terrorisée à l'idée de se retrouver déclassée dans la situation que vient de décrire Anne-Elisabeth Moutet. Alors ça va être intéressant de voir comment Kamala Harris va vendre son programme économique et le bilan d'ailleurs du président qu'elle a servi comme vice-président. Il est nourri par quoi ce déclassement ? Il est nourri par beaucoup de choses. Alors là, on le sait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont complètement macroéconomiques et qui sont liées à l'actualité. C'est-à-dire qu'on
vous avez la guerre en Ukraine, que vous avez... prix d'énergie, comme chez nous, qui augmente. Bien sûr. Le problème, c'est que si vous êtes républicain, vous allez dire que c'est un peu à cause de la guerre en Ukraine, mais vous allez dire que c'est beaucoup à cause de politiques anti-pétrole des méchants écologistes. Et donc Trump apporte une réponse face à cela. Typiquement, il va dire, moi je suis pour le pétrole, avec moi on va faire... le bon charbon. Everywhere, on va produire plus de pétrole, on va faire baisser le prix de l'essence, etc., etc. Et si vous prenez, par exemple, c'est amusant, tout a été tourné en Floride dans vos reportages. La Floride, il y a vraiment deux Florides. Il y a ce qu'on appelle le Panhandle, c'est-à-dire la partie qui est sur la côte sud, là, qui est plutôt pauvre, moins riche en tout cas que la partie qui dépasse, qui est le reste de la Floride, où on voit effectivement Miami, etc. En 2016, en fait, tout le monde s'attendait à ce que la Floride soit gagnée, par exemple, par Hillary Clinton. Finalement, elle a été gagnée par Donald Trump. Moi, je me souviens très bien, c'était vraiment le moment où, dans la soirée électorale que je couvrais pour France 24, on a vu, oula, tiens, il se passe vraiment quelque chose. Là, on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'inversion qui s'est passée quelque part avec les pauvres qui peuvent être les gens qui sont de la classe plutôt basse qui vont se dire je vais voter pour Donald Trump, comme ça, le prix de l'essence va baisser, je vais pouvoir garder ma voiture, on va pas m'embêter avec des normes et des règles et des choses comme ça. Et une partie plus riche qui va potentiellement voter pour lui pour autre chose. Mais la question est de savoir, est-ce que Kamala Harris va être capable de dire écoutez, c'est lié au Covid, à la situation macroéconomique globale, etc. Ou est-ce qu'elle va donner l'impression aux gens qui risquent un déclassement plus important, parce qu'effectivement, aux États-Unis, c'est chacun pour soi, vous avez absolument raison, et c'est vrai qu'on voit les chiffres du chômage qui baissent, on peut se demander aussi si c'est aussi beaucoup de gens qui se disent il faut absolument que je trouve du boulot à n'importe quel prix, et qui retournent sur le marché du travail. La transition écologique dans un pays où il n'y a pas d'aide, elle est vertigineuse. Moi, je comprends qu'elle soit effrayante, on sait très bien que ça coûte plus cher que la voiture électrique, mais si on n'est pas aidé par ailleurs, ça veut dire plus de voitures. Ce qui est intéressant, c'est que Biden a aussi fait quelque chose durant ce mandat, c'est qu'il a lancé un peu de protectionnisme, ce qui était un gros mot aux États-Unis. Trump aussi. Alors Trump aussi, mais Trump l'assumait. Trump disait America First. Mais on a eu un petit peu d'America First économique avec Joe Biden, avec notamment des réglementations sur les véhicules électriques, les aides. Donc, au niveau fiscal, les incitations fiscales, il fallait que la voiture soit produite aux États-Unis, etc. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais en réalité, il y a toute une série de mesures qui ont été prises qui sont du protectionnisme. Et qui, là, vont devoir être vendus, là aussi, quelque part, par Kamala Harris, dans ce bilan économique. Et ça va être intéressant de voir ce qu'elle va vendre, elle. Est-ce qu'elle va dire, on continue sur cette même ligne, transition écologique, mais en même temps protectionnisme économique, bloquer la Chine, ce qui est un des chevaux de bataille de Donald Trump, qui le vend beaucoup plus fort en disant « Stop China ». Bon, voilà. On va voir un peu comment Kamala se positionne là-dessus. Et ça va être crucial dans les semaines qui viennent. Il faudrait faire une petite erreur. Je pense qu'on fait tous une petite erreur on a alors, corrigez. Tout le monde sait, vous avez raison de le dire, que l'inflation est un impôt sur les pauvres. Je rappelle qu'en fait, aux États-Unis, les gens en dessous du seuil de pauvreté sont moins importants qu'en France, moins importants qu'en Europe en général. Ce que ça signifie, ce qu'on n'a pas l'air de reporter, c'est normal, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est que l'économie américaine n'a jamais été aussi bien, y compris pour réduire le niveau de pauvreté aux États-Unis, qui est passé historiquement en dessous des 8%. C'est très peu. En France, on est à 2 fois ce taux. Enfin, en Europe, d'une manière générale, ce taux peut être très très élevé. Et notamment en Grande-Bretagne, où on a un vrai problème avec la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'inflation n'a jamais été, maîtrisée depuis un an. Je sais bien, encore une fois, que l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres, mais elle est relativement maîtrisée. C'est vrai qu'on a tous vu que les Américains, par habitant, se sont beaucoup plus enrichis que nous, les Européens. Un tiers de plus. Les salaires ont énormément augmenté, dans la partie de l'Amérique, certes, qui va bien, mais ça commence à descendre l'échelle sociale. Le PIB ne s'est jamais aussi bien porté. On aura presque l'année prochaine un PIB d'un pays du tiers-monde, c'est vous dire. L'économie américaine, non, je parle des États-Unis. L'économie américaine est en plein boom économique. Et il y a une dernière chose qui est tout simplement la preuve de tout ça, c'est que les migrants arrivent. Les migrants, c'est l'ultime, mesure de la prospérité d'un pays ou d'une région économique. Quand ils arrivent en masse, c'est tout simplement parce qu'il y a du travail et qu'on en a besoin. Et que notamment, parce que l'économie américaine a réussi à faire ce que les France n'a pas réussi à faire, ou l'Europe pas encore assez, à se réindustrialiser. J'en veux pour preuve un chiffre absolument ahurissant, qui est que depuis l'année dernière, ce n'est plus la Chine qui est le premier partenaire économique des États-Unis, c'est le Mexique. Autrement dit, ils ont réussi ce passage, vous parliez de protectionnisme, mais aussi d'une certaine manière, ce passage de repasser de l'Asie à régionaliser leur économie et revenir à ce qui avait fait la prospérité des États-Unis pendant très longtemps, c'est-à-dire régner dans son hinterland, d'une certaine manière, dans son background, c'est-à-dire dans son jardin. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
Alors, Sébastien, un mouvement comme celui des Gilets jaunes pourrait-il naître aux États-Unis ? Sonia Dridi. D'ailleurs, est-ce que les Américains en ont parlé du mouvement des Gilets jaunes en France et est-ce que ce serait envisageable aux États-Unis ? Oui, il y a évidemment les Américains en ont parlé. Aux États-Unis, en tout cas, ce qu'on a vu en 2015, c'est que le mécontentement justement d'une partie de l'Amérique, c'est finalement traduit dans un vote pour Donald Trump qui promettait une Amérique meilleure, de s'occuper justement de cette Amérique blanche délaissée que d'ailleurs son colistier J.D. Vance a très bien décrit dans son mémoire. Donc l'Amérique, c'est un grand pays. Ce sera peut-être plus difficile à organiser sur un territoire aussi grand que les États-Unis, un mouvement comme les Gilets jaunes. Mais en tout cas, il y a un mécontentement qui est certain. Et quand on parlait aussi de justement cette Amérique qui vit de plus en plus mal en raison notamment de l'inflation, c'est vrai qu'il y a toujours eu, et on l'a dit aussi, aux États-Unis, des personnes qui ont 2-3 boulots. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce que moi j'entends beaucoup, je reviens de la convention républicaine il y a quelques semaines, c'est que les Américains, oui, pour eux, la priorité, c'est l'économie. Et même d'ailleurs, quand on interroge les jeunes démocrates, la priorité aussi, c'est l'économie. Il y a vraiment un mécontentement parce que, encore une fois, il y a une différence entre les résultats économiques qui sont très bons et la perception des Américains. Et par exemple, certaines minorités, c'est le cas notamment de plus en plus d'hommes noirs qui se tournent vers le parti républicain. C'est encore une minorité, mais on le voit dans les chiffres. Et moi, je les vérifie aussi en parlant à des électeurs africains-américains qui ont l'impression d'être délaissés par le Parti démocrate, qui pensent qu'en élisant une personne comme Donald Trump, eh bien, le business, c'est ce que certains disent, ira mieux, l'économie ira mieux. Alors évidemment, c'est juste une histoire de perception, mais c'est vrai que c'est un point faible pour les démocrates qui n'ont pas réussi finalement à communiquer, à montrer à quel point l'économie finalement se portait bien. Anne-Elisabeth Moutet. Il y a vraiment une différence de classe sociale entre la majorité de l'électorat républicain et la majorité de l'électorat démocrate. Et les démocrates sont maintenant, c'est le parti des riches. C'est-à-dire, c'est le parti... D'abord, il suffit de voir la carte électorale. Si vous regardez une carte parti des bobos américaine aussi, mais pas que. Puisque le parti démocrate, vous avez Silicon Valley, toutes les fortunes, sauf 3 personnes, qui sont Peter Thiel, Elon Musk et Marc Andreessen, et tous les autres, tout Silicon Valley, avec tous ces milliards, finance les démocrates. Quand vous regardez la carte de l'Amérique, les républicains sont en rouge, ils sont au milieu. Et les côtes, c'est New York d'un côté, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland, sur la côte californienne, et ces gens-là, ils votent tous démocrates. Et les gens de l'intérieur des États-Unis, où les salaires sont plus bas, où les jobs sont plus rares, où les villes industrielles n'ont pas été régénérées parce qu'on ne fait pas d'aménagement du territoire aux États-Unis, on va ailleurs. Eh bien, là, vous avez des gens pour qui il n'y a absolument pas d'avenir. Et alors, je recommande à tout le monde, ce sont essentiellement des photos, donc même si c'est écrit en anglais, allez-y, d'aller voir les photographies de Chris Arnade, A-R-N-A-D-E. À la fois, comme c'est quelqu'un qui ressemble à J.D. Vance, il vient d'un milieu pauvre, il a réussi à aller à Princeton avec une bourse, il a travaillé chez Goldman Sachs pendant 10 ans, il est parti maintenant depuis plus longtemps que ça sur les routes et il a pris des photographies des Américains pauvres et il a parlé avec eux et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et on se rend compte d'une nation qui, dans l'immense majorité, se reconnaît plus dans Donald Trump pour toutes sortes de raisons bonnes et mauvaises que dans ces gens tellement sophistiqués des côtes dont les appartements commencent à $5 000 de loyer par mois et qui ont des problèmes de troisième voiture, de nounou pour leurs enfants, de choses comme ça. C'est pas leur monde et ils ont l'impression qu'on ne leur parle pas. Hillary Clinton avait fait une énorme erreur, elle les avait appelés des déplorables, ce qui est aussi bizarre en anglais qu'en français. Oui, c'est ça. Et essentiellement, c'est ça les gilets jaunes américains. Et les gilets jaunes américains, ils ne sont pas comme les Canadiens qui ont été en convoi de camions sur Toronto, mais ils vont voter Trump. Sauf que Trump, c'était en 2020 et qu'il reproduit aujourd'hui le même discours et c'est probablement ce qui va le faire perdre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir expliqué les ressorts du succès de Donald Trump aux États-Unis.